Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coaster Trotter. Dans la continuité de notre grand chelem spécial Universal Orlando, je vais aujourd'hui vous parler de l'attraction E.T. Adventure. Et avant d'aller plus loin, je vous informe que pour des raisons évidentes de confort d'écoute, mes podcasts dépassant les 15 minutes seront partagés en plusieurs rubriques que vous pouvez atteindre de tout temps en cliquant sur les raccourcis qui apparaissent à l'écran et dans les commentaires de la vidéo. Voilà, ceci dit, commençons. J'ai une affection toute particulière pour cette attraction, car elle fait partie de ce que j'appelle mes Fantastic Four, mes 4 fantastiques. Rien à voir avec la célèbre équipe de super-héros, non. Ce sont en réalité 4 des attractions originelles datant de l'ouverture du parc, qui étant enfant m'auront traumatisé ou marqué. Il y avait donc Earthquake, The Big One, Back to the Future The Ride, Jaws, Les Dents de la Mer, et E.T. Adventure. Comme je vous l'avais fait remarquer dans ma vidéo d'introduction, Universal Studios, de par sa situation géographique, n'a pas vraiment la possibilité de s'étendre au-delà de ce qui est déjà construit. Et c'est pour cela que nous nous retrouvons régulièrement avec des attractions rethématisées, voire carrément détruites. Ce qui fait que E.T. Adventure est très important à mes yeux, c'est tout simplement qu'il est le dernier de mes Fantastic Four encore existants et dernier vestige de cette incroyable époque, car Earthquake The Big One a récemment été détruit avec le spectacle Beetlejuice afin de faire de la place pour la future attraction Fast and Furious. Wait and see comme on dit, Jaws a été détruit pour construire le second land Harry Potter et saga King's Cross, et finalement Back to the Future a été rethématisé sur les Simpsons. Bref, vous l'aurez compris, E.T. Adventure jouit très clairement du statut de survivant malgré lui, et représente toute une époque pleurée par des hordes de fans nostalgiques. Alors vous me direz pourquoi est-ce que cette attraction, pourtant bien moins spectaculaire que ses regrettées sœurs, soit encore debout et fidèle au poste. Il faut pour cela se tourner vers le réalisateur Steven Spielberg en personne. Ce dernier aurait non seulement affirmé que cette attraction représentait pour lui l'unique sequel du film original, mais aurait également été tellement déçu de la destruction des copies de E.T. Adventures dans les autres parcs qu'il aurait carrément menacé Universal de casser tous ses contrats avec les resorts si le dernier représentant de l'attraction venait à fermer. Ceci explique peut-être cela. Nous allons donc nous attaquer à un gros morceau, et comme j'ai pas mal de choses à partager à son sujet, va falloir se concentrer afin que la nostalgie ne prenne pas le dessus. Allons-y. E.T. Adventure, ouvert aux visiteurs au mois de juin 1990 en même temps que le parc, est un dark ride imaginé par Universal Creative et conçu par Sally Corporation. Et je n'ai malheureusement trouvé nulle part le prix qu'aurait coûté un tel chantier. La storyline de cette attraction est simple. Lors d'un pré-show pas spécialement intéressant, et dans lequel je n'ai malheureusement pas trouvé d'extrait regardable, nous découvrons une vidéo de Steven Spielberg récemment remasterisée d'ailleurs, nous annonçant que le professeur d'E.T. nommé Botanicus a besoin des pouvoirs magiques de notre héros car sa planète natale est en train de mourir. Nous allons donc devoir aider E.T. à repartir chez lui afin qu'il puisse sauver son peuple grâce à son doigt qui guérit tout. Bref, vous l'aurez compris, c'est du grand cinéma. C'est à partir de là que ça devient marrant, car une fois passé ce pré-show, on nous demande de nous enregistrer par notre nom afin qu'un cast member nous crée ce qu'ils appellent un passeport interplanétaire. Bon, cette attraction étant tout de même âgée de 26 ans, je ne vais pas me gêner pour spoiler. Ce passeport sert en réalité à ce qu'un animatronique d'E.T. vous remercie en fin d'attraction en vous appelant par votre nom. Et je vous vois venir. Bien entendu que personne ne donne son véritable nom, et laissez-moi vous dire qu'on en a pleuré de rire plus d'une fois. Avant de vous parler de la file d'attente, je tiens à exprimer 2 mots à ce sujet. Je fais partie de ceux qui estiment que les files d'attente font entièrement partie de l'expérience. Vous l'aurez certainement remarqué lors de mes précédentes reviews, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et il ne faut pas oublier que sur, par exemple, 1 heure de temps dans l'enceinte de l'attraction, nous passons réellement 57 minutes dans la queue et environ 3 dans le ride en question. Donc, quitte à passer du temps enfermé dans un endroit confiné et qui sent régulièrement très mauvais, autant y passer du bon. Et à ce niveau, nous allons avoir 2 écoles. Celle des parcs qui se moquent très clairement de vous et qui ne vous offrent que des serpentins interminables dans de vieux décors industriels, et les parcs qui vous offrent une file d'attente aussi thématisée que l'attraction et qui plongent les visiteurs dans une immersion totale. Et c'est pour cela que j'estime important de, entre guillemets, juger les files d'attente au même titre que les attractions. Et avec E.T. vous allez vous en prendre plein la vue, car quand les gars d'Universal veulent faire le boulot correctement, ils ne le font pas à moitié, puisque la file d'attente se situe dans une forêt. Eh oui, vous avez bien entendu, ils ont reconstitué une forêt, parsemée d'éléments que l'on retrouve dans le film. Sans entrer dans les détails, car on y passera un bon moment, l'immersion est totale. Le bruit, le vent, les odeurs, les sons, tout est fait pour que vous vous y croyiez.
La gare, quant à elle, se trouve précisément dans cette forêt, ce qui je trouve rajoute ma foi encore un poil d'exotisme à cette attraction. Nous allons embarquer sur un vélo, super idée au passage. Le wagon se présente sous forme de 3 rangées de 4 vélos, suspendus par un rail au-dessus de nous, tout à fait dans le même style que Peter Pan à Disney d'ailleurs. L'attraction est composée de 3 segments bien distincts, la forêt, le vol et la planète d'E.T. Et je dois bien admettre que ma foi, la qualité du parcours se détériore au fur et à mesure de son avancée, mais je vais y revenir. Commençons donc par cette fameuse forêt, et croyez-moi que j'aurai pas mal de choses à dire à son sujet. Le concept se résume en une chasse à l'homme, chasse à l'alien plutôt, ouais. Nous aidons E.T. à échapper aux méchants agents fédéraux américains, parce que rappelons-nous que les aliens atterrissent toujours aux États-Unis, évidemment, et nous allons slalomer dans une forêt dense afin d'échapper à nos assaillants. Voilà, je vais m'arrêter là pour le moment parce que, waouh, je sais que je me répète, mais cette attraction a 26 ans. Ouais. C'est peut-être ça qui fait la différence après tout, car vous avez là très clairement une belle vieillerie, mais qui arrive à vous immerger totalement par son aspect authentique. Pas d'écran 3D, pas de bêtes mouvements brusques, du moins pas forcément volontaires, mais chut. Pas d'effets spéciaux grossiers et tape à l'œil, juste du décor et de la mise en scène. Le but ici n'est bien entendu pas de décrire au mètre près ce qu'on y voit, mais pour faire simple, l'effet de la densité de la forêt est excellent, et le parcours s'y incruste magnifiquement bien. Il parvient à échapper aux éternels défauts des Dark Rides de tous âges, à savoir les backstage et oublis thématiques apparents. Je prendrai un exemple qui parlera à tout le monde, les plafonds dans les Dark Rides. On va pas se mentir, c'est le truc qui vous sort complètement de l'expérience. Je pense notamment à Sinbad's Storybook Voyage à Tokyo Disney Sea, ou plus récemment la catastrophe Hotel Transylvania à Dubaï. Bon, je suis pas ingénieur, j'admets que certaines zones doivent être dégagées pour des questions évidentes de sécurité ou de maintenance. Mais faut pas déconner, Efteling est largement capable de le faire avec son incroyable Droomfloort. Même Europa Park et son foutoir de Piraten in Batavia fait office de plutôt bon cache-misère avec ses guirlandes de Noël qui font office d'étoiles. Mais bon, pour revenir à E.T. et cette histoire de densité de forêt, je dirais que nous avons là son plus gros atout. Sa thématisation poussée empêche toute forme d'intrusion. Les arbres jouent le rôle de trompe-l'œil et empêchent très clairement d'estimer la réelle distance qui nous sépare de la limite du bâtiment qui nous entoure. Les animatroniques sont plutôt laids, on va pas se mentir, mais on ne peut pas vraiment lui en vouloir non plus. Je vais pas vous répéter son âge, Cependant, on n'aurait pas été contre une petite mise à jour. Je prendrai exemple une fois de plus sur Europa Park qui rafraîchit très régulièrement ses vieilles attractions avec des effets plus modernes, des animatroniques de nouvelle génération pour remplacer les plus vieillissants, voire même des fois des ajouts de décors dans les coins les plus vides. Le plus souvent ça marche super bien, et des fois ça part complètement en live, comme dans leur maison hantée Geisterschloss. Mais enfin bon, je m'égare. Nous entrons maintenant dans le second segment, à savoir le vol. Après avoir semé les fédéraux, E.T. décide enfin que ce cirque a assez duré, et nous nous envolons sous les yeux médusés des agents. Alors c'est à partir de là que la qualité générale commence à gentiment baisser selon moi. Nous nous retrouvons dans une scène quasi identique à ce que nous offre l'attraction Peter Pan à Disneyland, à savoir le survol d'une ville, bon Los Angeles en l'occurrence, mais d'une qualité infiniment supérieure, du moins c'est mon avis personnel. On est loin du décor plat et fluo de Peter Pan, même si effectivement il ne serait objectivement pas correct de comparer les deux puisqu'ils ont une approche artistique diamétralement opposée. Bref. Moi, ce qui me dérange finalement dans toute cette histoire, c'est qu'on passe d'une thématique ultra poussée et réaliste à un décor qui rend tout de même très carton-pâte. Et bon sang, vous mettez des étoiles sur les côtés de la salle, mettez-en au plafond. C'est quand même dingue ça. Je suis désolé d'encore m'exciter sur ce problème de plafond, mais c'est avec ce genre de détails qu'on sort petit à petit d'une attraction. Et c'est justement dans les détails qu'on peut juger la qualité d'un excellent Dark Ride. Bon, je dois avoir l'air plutôt négatif, mais si on laisse passer ce côté carton-pâte et les étoiles manquantes, eh ben ça a carrément de la gueule. Ils ont même pensé à reproduire les montagnes environnantes et l'aéroport de Los Angeles. La grande classe. E.T. nous emmène ensuite dans l'espace, et par l'effet le plus cheapos de l'histoire, nous fait atterrir sur sa planète et amorce ainsi le troisième et dernier segment. On y est. C'est là que les choses se gâtent. Encore une fois, je dois tenir compte de l'ancienneté de l'attraction, et dans l'ensemble, c'est plutôt bon. C'est très bon même, mais il y a encore et toujours du désordre, et des fautes de goût gigantesques, liées principalement à l'utilisation d'effets totalement ringards, et qui ont pour but de bêtement camoufler les erreurs et manques décoratifs. On se trouve à l'extrême opposé du premier segment, à savoir une très mauvaise gestion des illusions de distance.
C'est fini les trompe-l'œil ou les idées de mise en scène originales, hein. On est entouré d'erreurs basiques et totalement évitables. Laissez-moi vous expliquer. Un Dark Ride, c'est un petit peu comme un tour de magie. Le but est d'attirer l'œil du spectateur sur ce qu'on veut lui montrer, afin de détourner son attention du subterfuge. Des fois, c'est admirablement bien fait, comme par exemple Harry Potter and the Forbidden Journey. Et des fois, on se rend compte de la manipulation. Et cette troisième partie d'E.T. Adventure fait plutôt office de cas d'école. J'ai été particulièrement déçu par la salle principale de cette section, à savoir celle dans laquelle les aliens chantent. C'est clairement la salle la plus grande et va demander toute votre attention afin de repérer tous les détails qui s'y trouvent. Si vous jouez le jeu, vous n'y verrez que du feu, et vous serez en admiration, ou pas, devant cette scène plutôt sympa. Mais si vous daignez détourner le regard et voulez en voir un peu plus, vous tomberez inévitablement sur un simple plafond peint en noir, et si par curiosité vous voulez voir ce qui se passe de l'autre côté du wagon, vous serez face à un mur. Et oui, car la scène ne se déroule que d'un côté du wagon. Rien de bien spécial, vous me direz, ça se fait dans la majorité des Dark Rides, mais en général on se débrouille pour tourner quand même le wagon d'une certaine manière, on fait en sorte que ce mur soit thématisé un minimum, ou alors on plonge au maximum le décor dans la pénombre. Là je vous parle d'un mur en béton, carrément illuminé et ultra visible, sur lequel on a donné 3 coups de pinceau pour faire genre. Nous sommes censés nous trouver dans ce que j'imagine être une sorte de caverne. Quoique, en fait on sait pas grand chose, c'est pas vraiment clair, car aucune réelle indication ne nous est donnée. Alors pourquoi ne pas aller jusqu'au bout et faire un faux mur de pierre, ou de feuilles, ou de ce que vous voulez après tout, à ce niveau ça coûte rien. Vous voyez, ce sont des détails, mais ces détails peuvent, si vous êtes observateur et impliqué, ruiner une expérience. Alors bon, heureusement c'est pas mon cas, parce que j'ai grandi avec cette attraction et je l'adore malgré ses défauts, mais c'est typiquement ce qui m'a fait sortir de Ratatouille à Walt Disney Studios par exemple, la très mauvaise incrustation des écrans dans les décors, alors qu'il aurait finalement suffi de pas grand chose pour améliorer le rendu général. Spider-Man Adventures du parc d'à côté y arrive parfaitement. La scène suivante, c'est délirant parce que c'est l'inverse total, c'est exactement ce qu'on voudrait tout le temps voir. Le wagon se déplace au milieu de ce qui semble être cette fois-ci une caverne, pas de doute là-dessus. Comme nous nous trouvons en plein milieu du décor, il y a des choses à voir à gauche, à droite, dessus et dessous. Aucun problème de gestion des distances, puisque nous sommes censés nous trouver dans une grotte. Et du coup, la magie opère. Plus rien ne peut vous sortir de l'expérience. Hormis les animatronics totalement cauchemardesques. Ah non mais regardez-moi cette horreur. Si vous survivez à ça, plus les effets de lumière dignes d'une fin de soirée au Macumba, et certains effets carrément gênants, vous en sortirez émerveillé. E.T. Adventure c'est vieux, c'est kitsch, c'est même des fois très moche, mais ne vous fiez pas au temps que j'ai pu prendre pour vous en parler, j'en suis totalement fan, car il est authentique et représente à lui seul toute une génération bientôt éteinte, remplacée à grands coups d'écran gigantesques, certes impressionnants, mais dénués de toute âme. Et voilà, j'en ai terminé avec notre ami extraterrestre. J'espère que ce premier format un peu plus long que d'habitude vous aura plu. Je vous donne rendez-vous très vite pour la review d'une attraction qui fait peur. D'ici là, prenez soin de vous, bon ride et à bientôt.